On va parler de l'obsession égalitaire. Vous savez que le mot égalité est une vieille passion française et que l'on va ausculter avec Erwan Lenoir, notre invité, comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice. En écho relatif à l'actualité, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité homme-femme, que les femmes viennent d'inscrire dans la Constitution, donc un nouveau droit ad vitam qui leur permettrait d'exercer une forme d'égalité de statut et d'accès à un service public qui est celui donc de l'avortement. Bonjour Erwan Lenoir. Bonjour. Ce n'est pas directement votre sujet, vous êtes sur l'obsession égalité en tant que système de redistribution. La France qui est le champion de l'égalité, champion de la fiscalité aussi, puisque ça va de pair généralement, les deux vont de pair. Alors, le mot égalité, je le disais, c'est une vieille passion française, c'est un concept un petit peu explosif. C'est un petit peu une grenade intellectuelle aussi qu'on se jette à la figure, c'est-à-dire que si on ne lutte pas contre les inégalités, eh bien, en quelque sorte, on devient une personne soupçonnée de vouloir du mal à la société. C'est un petit peu ça, si je résume. Oui, je pense que ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'on a fait de la lutte contre les inégalités un absolu politique et que c'est une erreur. C'est une erreur parce que le vrai sujet sur lequel on doit s'attaquer, ce n'est pas les inégalités, ce sont les injustices. Et que les injustices, ça n'est pas la même chose que les inégalités. Je traduis. Le fait que, par exemple, vous parliez d'égalité homme-femme, que je sois plus payé que ma collègue qui ferait le même travail que moi, c'est une inégalité. Mais en réalité, l'inégalité, c'est qu'un phénomène statistique. L'inégalité, là, en l'espèce, ça traduit une discrimination et ça traduit une injustice parce que pour le même effort, le même mérite, on n'est pas rémunéré de la même manière. À l'inverse, vous me mettez sur un terrain de foot avec Kylian Mbappé, il est fort probable qu'il ait de meilleurs résultats que moi, et ça se traduira par une inégalité, et ça n'est pas une injustice, c'est qu'il a un talent que, pour le coup, je n'ai pas et que je ne revendique même pas. Donc les deux situations ne sont pas symétriques. Les deux situations ne sont pas symétriques. L'inégalité et les injustices ne sont pas la même chose. D'abord, sait-on pourquoi c'est une passion française, en fait, l'égalité ? Je pense qu'il y a alors, c'est une passion démocratique, comme Tocqueville l'avait dit au XIXe siècle. Je pense qu'il y a des éléments qui sont spécifiquement français qui tiennent à notre histoire. La France est un pays qui s'est construit par l'unification et la centralisation. La France est un pays qui a connu les guerres de religion, qui a connu des divisions qui ont été profondes et compliquées. Et donc, on a de ce fait une plus grande réticence vis-à-vis de la différenciation. On n'est pas un pays fédéral. L'Allemagne a réglé la question de la différence religieuse, par exemple, en devenant un État fédéral. Nous, on est décidé de devenir un État unitaire et unifié. Et donc, ça apporte comme principe une recherche d'égalité de droit qui s'est traduite au 19 et 20e siècle par une volonté d'égalité de fait. Et donc, l'égalité de droit, il y a beaucoup de termes qui viennent en complément du nom égalité, l'égalité des chances, l'égalité de droit, etc. Que faut-il penser de ces compléments du nom ? Alors, c'est le cœur du débat. Le système démocratique tel qu'il est apparu avec la Révolution américaine et la Révolution française pose un principe d'égalité de droit. Tous les individus sont libres et égaux en droit. C'est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Et ça correspond à un système de pensée dans lequel chacun doit pouvoir réussir sa vie en fonction de son mérite. Et chacun doit pouvoir participer à la compétition. Je le cite dans le livre, c'est le mariage de Figaro, l'un est roi, l'autre est... par le sort de la naissance, l'un est roi, l'autre est berger, le hasard fait la distance, l'esprit seul peut tout changer. C'est cette idée dans la société démocratique que tout le monde doit pouvoir participer à la compétition. La mobilité. Et la mobilité sociale, exactement. Avec la sanction qui l'accompagne pour ceux qui n'y arrivent pas. Exactement, c'est ce que je dis aussi. C'est-à-dire que le propre de la société démocratique, par rapport à la société d'Ancien Régime, c'est qu'elle place l'individu face à une immense responsabilité qui n'est pas facile à assumer. Dans la société d'Ancien Régime, pour le dire très caricaturalement, le sort des individus était lié à leur naissance, c'est-à-dire soit à leur rang, et donc mon avenir était déterminé soit par mon rang de naissance, soit par Dieu. C'est-à-dire au final, c'était le moment du jugement dernier et de ma mort qui allait faire décider de mon destin et si j'avais une bonne vie. Dans la société démocratique, on dit aux individus, vous êtes responsables de votre vie. Donc, vous pouvez réussir et en même temps, vous êtes aussi responsable de vos échecs. Ce qui explique probablement que c'est beaucoup plus difficile à assumer qu'une société dans laquelle le destin, mon sort est déterminé de manière extérieure. Ce qui explique qu'il y a eu le développement des politiques sociales à la fin du 19e aussi. Parce que la redistribution est censée corriger donc les inégalités. La redistribution, elle a plusieurs logiques. Il y a
D'abord, la redistribution, c'est vraiment cette idée qu'on prélève sur les uns pour redistribuer de l'argent aux autres. Il y a, au début de l'État social, j'allais dire, à la fin du 19e siècle, en Allemagne puis en France, la logique est de dire, pour pouvoir participer de manière équitable à la concurrence, il faut apporter un certain nombre de services minimums. L'éducation, etc. Autrement dit, il y a des moments où si on est trop pauvre, il n'est pas vrai qu'on peut vraiment participer à la concurrence sociale. Et puis, il y a eu, en raison de l'obsession égalitaire, un dévoiement, j'allais dire, progressivement de cet idéal, où la redistribution est devenue une politique qui a pour objectif de faire en sorte qu'on soit tous égaux de fait. Et donc, on s'est inscrit dans une logique où, plutôt que d'accepter qu'il y ait des différences entre les individus, quitte à ce que chacun vive mieux, on va préférer faire en sorte que les individus soient contenus entre deux bornes. Donc, on va préférer que les gens, et qu'il y ait moins de mobilité sociale, pour autant que les individus restent proches les uns des autres en termes sociaux. Et ça, c'est ces politiques de redistribution qu'on connaît aujourd'hui depuis globalement les années 80 et un peu avant, et qui font, de mon point de vue, qui ont conduit à ce que la société soit figée aujourd'hui. Et qui provoquent des injustices. Erwan Lenormand. Qui provoquent des injustices. Je vais prendre un exemple, parce que dans le sujet de l'éducation, par exemple, un exemple que je connais bien, à partir du moment où vous considérez que le but, c'est de réaliser l'égalité de fait, et que vous considérez que la France est un pays unitaire et parfaitement unifié, vous allez conduire des politiques sociales et des politiques éducatives identiques sur l'ensemble du territoire. Par exemple, vous allez donner les mêmes moyens à un établissement de centre-ville parisien qu'à un établissement de banlieue, en considérant que tout le monde doit être traité de la même manière, que tous les programmes doivent être réalisés de la même façon et que tous les objectifs doivent être atteints par les mêmes moyens. De fait, ça ne marche pas. J'explique dans le livre que j'ai été responsable d'associations qui coachaient des lycéens en ZEP pour se préparer aux grandes écoles. Il n'est pas vrai que les jeunes qui sont dans les quartiers les plus difficiles d'Île-de-France ont les mêmes chances de réussite que ceux qui sont dans les centres-villes des villes de Paris ou des villes bourgeoises d'Île-de-France. Or, en posant comme Pourquoi n'ont-ils pas les mêmes chances alors qu'ils ont les mêmes moyens ? Alors, ils n'ont pas les mêmes moyens, d'abord. Ils n'ont pas exactement les mêmes moyens. Il n'est pas vrai que dans un établissement où il y a de l'insécurité, des problèmes sociaux, vous avez les mêmes que les moyens sont... Si vous mettez les mêmes moyens, vous avez les mêmes résultats que dans le centre-ville. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes moyens en termes de qualité qualité de vie. Je vais prendre un exemple, ensuite, l'exemple de la ville de Nanterre, qui est une ville que je connais bien parce que j'y habite. La ville de Nanterre, vous avez des établissements scolaires qui concentrent, en tout cas à partir du collège et du lycée, des populations qui sont, pour le dire très schématiquement et très rapidement, majoritairement d'origine immigrée récente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des populations, des jeunes dont les parents parfois ne maîtrisent pas le système scolaire, ne maîtrisent pas parfaitement la langue, ne connaissent pas les us et coutumes de l'éducation nationale. Et ça crée de fait un désavantage. À l'inverse, qui a les meilleurs résultats de l'éducation nationale quels sont les enfants qui ont les meilleurs résultats dans l'éducation nationale ? C'est deux catégories, c'est les gosses de riches, les enfants de CSP+, mais surtout et avant tout, les fils de profs. C'est-à-dire que les enfants d'enseignants ont de meilleurs résultats en termes de performance que les enfants des CSP+, et évidemment que les enfants d'ouvriers. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont la connaissance du système scolaire. Ils ont la connaissance des options, la connaissance de la façon dont ça fonctionne, le bon accompagnement. Alors, si on était dans une logique égalitaire, il faudrait dire c'est scandaleux, il faut l'interdire, et donc on va sanctionner les plus riches, on va sanctionner les fils de profs. Ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que c'est pas du tout ça la bonne logique. Les parents qui mettent les moyens pour la réussite de leurs enfants, soit parce qu'ils ont un capital financier, soit parce qu'ils ont un capital culturel, il faut les féliciter et les encourager. C'est normal, tout parent a envie que ses enfants réussissent. Par contre, il faut concentrer les politiques de manière inégalitaire, pour le coup, sur les enfants qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire mettre les moyens, et ce n'est pas qu'une question de moyens, mettre les méthodes sur les enfants, par exemple, dans les quartiers les plus difficiles. Mais ça a été fait. Non, c'est pas fait. Non, il n'y a pas de vraie différenciation de méthode, il n'y a pas d'autonomie des établissements. On considère que les manières d'enseigner doivent être les mêmes selon tous les établissements de France, que vous soyez en milieu rural, en banlieue ou dans un quartier favorisé. Il n'y a pas aujourd'hui dans notre système scolaire de différenciation sur les méthodes, et notamment il n'y a pas l'autonomie des établissements. Mais différenciation, on va vous dire que c'est de la discrimination. Non, c'est pas de la discrimination, c'est parce que... Au nom de quoi on ne donnerait pas les mêmes méthodes aux uns et aux autres ?
au nom du fait que ce qui compte, c'est les résultats. C'est-à-dire qu'il faut donner les mêmes objectifs à tous les établissements. Il faut dire à un établissement du centre-ville de Rennes comme à un établissement de milieu rural du fin fond du Finistère, vous devez avoir tel et tel résultat à la fin de la troisième, à la terminale, etc. Et libre à vous, après, de vous organiser, avec un certain nombre de contrôles, mais libre à vous de vous organiser. Si vous voulez faire sport le matin et devoir l'après-midi, ou l'inverse, si vous pensez que vos enfants, les élèves sont, eux, plus faits pour faire 12 heures de cours assis sur une chaise comme des premiers de la classe, adaptez-vous. Mais trouvez les moyens qui permettent à ce que les élèves atteignent les bons résultats en fonction d'objectifs qui sont définis. Erwan Lenoir, je ne l'ai pas précisé, vous êtes consultant, essayiste, chroniqueur pour L'Opinion. Vous êtes aussi membre de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol de Dominique Régnier, libéral et progressiste. Exactement. Voilà. Alors, libéral, vous vous inspirez des penseurs libéraux pour contrecarrer l'obsession égalitaire, mais on s'aperçoit que l'on ait eu des gouvernements dits libéraux en France, si tant est que c'est existé, et des gouvernements plus autoritaires. En fait, on a mené quasiment la même politique. Oui, la lutte contre les inégalités, il n'y a pas vraiment de variante. Oui, je crois. Alors, je suis pas certain qu'on ait eu de gouvernements libéraux en France. On a eu des gouvernements qui ont une réputation d'être plus favorables au marché, mais je suis pas complètement convaincu qu'à une exception de près, autour de 86, c'était par réelle conviction. Ça remonte déjà. Ça remonte, oui. Et puis les effets ont aujourd'hui de toute manière. Nicolas Sarkozy, par exemple, aurait pu impulser autre chose. Nicolas Sarkozy aurait pu engager une autre dynamique. Nicolas Sarkozy a eu un discours qui, dans le cadre de sa campagne 2006-2007, avait des accents libéraux, mais qu'il a très rapidement perdu une fois qu'il s'est retrouvé au gouvernement. Enfin, les discours. Pourquoi ? Mais notamment parce que je pense que les politiques français, les dirigeants français ne croient fondamentalement pas au marché, ne croient fondamentalement pas à la liberté et à la responsabilité des individus. Ils ont intrinsèquement en eux cette idée que l'État, c'est mieux que les individus, ce qui est bon pour eux. Et qu'au final, il est plus simple en termes de communication par ailleurs, d'annoncer des actions de l'État que de dire on va laisser la société se trouver les bonnes solutions. Comment sortir de ça ? Parce que j'imagine que vous voulez en sortir. Absolument. Je pense qu'il faut en sortir. Il faut en sortir pour des raisons économiques, mais d'abord, ce que j'essaie d'expliquer, pour des raisons sociales. Pour que, aujourd'hui, on est dans une société qui est figée en raison des politiques égalitaires qui conduisent à traiter tout le monde de la même manière et à sanctionner la réussite, à contenir les gens entre des bornes. Ça a un effet déprimant profond sur l'ensemble de la société, parce que ça décourage le mérite, ça décourage la mobilité sociale. Je pense que ça joue pour beaucoup dans la colère sociale qu'on a aujourd'hui en France. Une grande partie des Français considèrent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux ou pour leurs enfants, ou il n'y a pas d'avenir meilleur pour leurs enfants dans la société française telle qu'elle est. Donc il faut en sortir. Comment on peut en sortir ? Je crois que l'une des premières grandes réformes à conduire, j'en vois au moins deux. La première, c'est la réforme de l'État. C'est-à-dire l'État aujourd'hui pèse sur la société de manière asphyxiante dans un grand nombre de domaines. Et le second, c'est la réforme de l'éducation. Il faut introduire plus de liberté, d'autonomie dans le système scolaire français. Et réforme de l'État, ça passe par quoi ? Par une réduction. On pourrait considérer que on peut garder le même niveau de dépenses publiques, mais qu'il faut qu'elle soit plus efficace. Autrement dit, aujourd'hui, on a un niveau de dépenses publiques record, un niveau de prélèvement obligatoire record. Je rappelle qu'en termes de recettes publiques, l'État perçoit 53% du PIB quand même en France. Donc on a un euro sur deux. Ah, ouais, exactement. Et pourtant, les usagers ne sont pas contents du service public, les fonctionnaires et les agents sont eux-mêmes protestent régulièrement contre les dysfonctionnements du service public. Donc, l'une des premières choses à faire, c'est de faire en sorte que chaque euro que soit dépensé soit plus efficace. Mes convictions libérales me conduisent à considérer qu'il faut aussi faire baisser le poids de l'État, que dans un très grand nombre de domaines, l'État intervient en lieu et place du secteur privé, moins bien, et que ça n'est pas son rôle. Vous voyez hier que le ministre de l'Agriculture, par exemple, vient d'annoncer, en réponse au fait qu'il y a trop de réglementation sur les haies, la création d'un observatoire des haies. Un observatoire des haies. On en est à un niveau de surréglementation qui est absolument absurde, qui est documenté autant qu'on le souhaite. Et donc, on a besoin en France de réorganiser l'État et en plus d'organiser son retrait. Et donc, on assiste en fait à une inflation donc des normes, de la fiscalité, la multiplication des normes administratives. On ne cesse aussi de réfléchir à de nouveaux impôts pour prendre toujours plus aux riches. Le seuil de richesse commençant bien bas en France, faut-il le rappeler.
mais généralement à un niveau suffisamment élaboré pour redistribuer d'abord l'argent des autres, évidemment, plutôt que le sien. L'idée, c'est quand même de prélever. L'État ne vit en fait que par la redistribution, et ça, toute la classe politique, en fait, le sait, qu'elle vous tient par la redistribution. Elle vous tient par la subvention. C'est aussi un moyen de garder le pouvoir. Oui, alors oui et non, mais je serais pas à ce point. J'irai pas à ce point dans la critique. C'est-à-dire que effectivement, d'abord au niveau local, par exemple, c'est bien qu'un certain nombre les subventions municipales sont un moyen d'entretenir des électorats. C'est évident. C'est aussi évident au niveau national. Cela étant, je ne crois pas que la plupart des politiques, en tout cas nationaux, aient un raisonnement aussi élaboré ou aussi cynique. Vous pensez ? Non, je ne crois pas. Je pense juste que c'est une forme de paresse de la pensée. C'est-à-dire qu'il est plus simple de dépenser que de réformer. L'un n'empêche pas l'autre. Hein, ouais, effectivement, mais tout de même. Erwan Lenoir, comment voyez-vous, là on est au lendemain de l'inscription de l'IVG par le Congrès dans la Constitution, comment interprétez-vous, du point de vue de l'égalité, ce qui s'est passé ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de discuter ou d'analyser l'inscription de l'IVG dans la Constitution. En termes d'égalité, moi je pense que pour le coup, c'est la réaffirmation du principe d'égalité de droit, c'est-à-dire de la liberté de chacun de disposer de son corps, et en l'espèce des femmes. Ensuite, est-ce que c'était indispensable de le mettre dans la Constitution ? J'en suis pas complètement convaincu. Est-ce que c'est inutile ? Non. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans un moment où un certain nombre de droits politiques ont besoin d'être réaffirmés. Il y a une demande de réaffirmation de ces droits. L'IVG fait probablement partie à l'échelle internationale. Je pense qu'il y en a d'autres. Je pense qu'on pourrait aussi inscrire dans la Constitution des droits comme le droit comme la liberté d'expression, la liberté de chaque individu de choisir sa vie, etc. Mais qu'on est effectivement d'une dynamique d'égalité de droits à travers cette réaffirmation d'un principe en l'élevant au niveau constitutionnel. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Absolument. Encore faut-il qu'ils naissent, évidemment. Oui, évidemment, mais là, en l'espèce... Là, il n'y a pas de droit pour eux. Pour les personnes qui ne sont pas encore nées, vous voulez dire. Alors là, Est-ce que c'est une revendication libérale, ça ? Le droit à naître, vous voulez dire ? Il y a eu le cas, par exemple, d'un accident de voiture, vous savez, où la personne enceinte se retrouvait à devoir abandonner son... Alors, je ne sais même pas comment l'appeler aujourd'hui, parce qu'en droit, il y a un non-être juridique. Hein. Fœtus, embryon, bébé, je ne sais pas. Lors d'accidents de voiture, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Est-ce que c'est un recul ou une avancée des droits ? Je posais la même question hier. Alors, on entre dans des considérations éthiques qui sont peut-être pas le domaine que je maîtrise le mieux, mais moi, la façon dont je le comprends et l'interprète, c'est que d'abord, il y a aujourd'hui une réglementation, une régulation, une loi qui existe encadrant l'IVG, qui n'a pas évolué par rapport entre hier et aujourd'hui, enfin entre avant-hier et hier, en étant élevé au niveau constitutionnel. Donc les questions du statut de l'embryon, statut du fœtus n'ont pas évolué à cet égard. Et que ce qui se pose, peut-être le débat qui peut se poser, c'est le droit entre celui d'un être vivant qui n'est pas encore une personne humaine du point de vue juridique, si je comprends bien, et d'autre part le droit d'une femme à disposer de son corps. En l'espèce, le législateur a considéré depuis maintenant 50 ans que ce qui prévaut, c'est le droit d'une femme à disposer de son corps. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est est-ce que la question du droit, le droit à, on est dans des conflits de droits qui peuvent apparaître inconciliables. Oui, alors... Comment est-ce qu'on gère ça d'un point de vue même égalitaire ? Oui, alors... Bon, la question de la conciliation des droits, surtout quand on est sur des questions éthiques comme celle-ci, c'est ce qui fait, je crois, la beauté d'une démocratie. C'est-à-dire qu'il y a un débat, des conflits, des équilibres à trouver et qui sont sans cesse renouvelés. Ensuite, dans votre question, il y a aussi une autre notion, je crois, mais qui, à mon avis, est différente de mon point de vue de la question de l'IVG. C'est la question des droits à créance par rapport au droit à liberté. Hein, comme disait Raymond Aron, le droit à liberté, c'est l'égalité de droit, le fait que je suis autorisé à participer à la concurrence sociale.
et qu'il n'y a pas de discrimination. Les hommes et tous les hommes sont libres et égaux en droit. Et le droit créant, c'est ce qui naît avec l'État social, c'est-à-dire une forme de revendication des individus à avoir le droit de tirer sur un ensemble de prestations, d'avantages, comme étant des avantages acquis et sans cesse toujours plus reconnu. Exactement. Et là, il y a une inflation quand même, Erwan Lenohan, des droits créances aujourd'hui. Ah, tout à fait. Oui. Je vous disais qu'il y a quelques jours qu'il y avait une étude qui proposait un sondage qui interrogeait les Français sur le fait de savoir s'ils devaient pouvoir bénéficier d'une subvention pour pratiquer le sport au quotidien. Est-ce que ça les aiderait à pratiquer le sport ? On est vraiment là, pour le coup, dans l'idée de ce que Mathieu Laine appelle l'État nounou, c'est-à-dire l'État qui distribue des subventions à tout le monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a même des subventions pour se refaire faire des ourlets du pantalon. Absolument. Mais il y a des choses magnifiques en la matière. Il y a des subventions. Si vous regardez les détails sur les subventions pour les ourlets, il faut savoir que la subvention pour l'ourlet du pantalon est différente de la subvention pour refaire un bouton de veste. Et qu'il y a quelques jours, le gouvernement a publié un guide de 65 pages tout de même pour les aides à la rénovation énergétique chez vous, de votre logement, et qu'il y a des pages et des pages de tableaux où le droit à refaire votre chaudière est différent selon le type de chaudière et selon 4 niveaux de revenus sociaux. Donc on est là effectivement dans une espèce d'aberration totale où on a multiplié les droits, l'État social effectivement est intervenu en multipliant ses droits créances, en distribuant des subventions à tous égards, parce que il y a cette idée qui est double. Il y a cette idée, que l'État sait mieux que les individus ce qui est bon pour eux, et surtout la manière dont ils doivent y arriver, plutôt que de dire on doit avoir un objectif de transition environnementale, par exemple, il leur dit exactement comment ils doivent le faire. Et cette idée que toute différenciation est une discrimination. Donc le fait que j'ai pas exactement les mêmes moyens que mon voisin pour refaire un tel ou tel pan de ma maison devient non pas une inégalité, non pas mais une discrimination qui doit être corrigée par intervention publique. Et ça, on est effectivement dans une dynamique qui tient lieu, qui trouve son origine dans la volonté de réaliser l'égalité de fait, et qui a ceci de propre qu'elle est inépuisable d'une certaine manière. Il n'y a aucune fin à la volonté de réaliser l'égalité de fait. Il y a une forme de rente rhétorique, en tout cas pour le pouvoir, qui peut tout le temps, évidemment, dire il y a telle ou telle discrimination contre lesquelles il faut lutter, etc. Dernière question, Erwan Lenohan. Il y a un pays qui a su, à votre avis, bien orienter la question de l'égalité ? Alors, les pays européens, je pense qu'un pays qui le traite différemment sont les pays anglo-saxons, dans lesquels la différenciation est mieux acceptée que les pays européens. C'est pas et notamment la France, ça n'est pas complètement par hasard que les États-Unis sont un pays, par exemple, qui a un certain nombre d'inconvénients et de défauts lourds, mais qui est un pays qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus innovant, parce qu'ils acceptent le mérite et la réussite. Merci beaucoup, Erwan Lenohan. Merci à vous. Consultant, chroniqueur à l'opinion, l'obsession égalitaire. C'est aux presses de la Cité. Comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice. Je vous souhaite une excellente journée.